Malheureusement, les guerres existent depuis toujours. Depuis quelque temps, certains conflits s'intensifient et ils nous touchent plus que les autres. Le conflit se poursuit inlassablement depuis les montagnes du Liban, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, passant par l'Ukraine, toujours envahie. Il y a une lassitude en fait, quand on entend ce qui se passe aux infos, et cette lassitude pour certains, c'est un terreau de haine qui se cumule pour d'autres, parfois dans l'ombre, jusqu'à ce que ça explose. Alors attention, on parle pas beaucoup de l'Afrique, mais les atrocités et les persécutions de certains groupes ethniques ou religieux en Afrique subsaharienne perdurent et s'aggravent aussi dans certaines de ces régions, comme au Soudan, au Burkina Faso ou au Nigeria. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont déportés et qui vivent sous des tentes de fortune simplement à cause de leur appartenance ethnique ou de leur profession de foi. Et malheureusement, ces conflits ne sont que très peu médiatisés chez nous. Les guerres existent depuis toujours donc, mais regardez bien ces chiffres. Il y avait une trentaine de conflits armés qui avaient été répertoriés en 2010, et aujourd'hui, en tout cas, les chiffres de 2022 nous montrent que le nombre est passé à 55 conflits armés actifs entre États en 2022, donc dont 8 qui ont atteint le niveau de guerre. Donc ce qui porte le nombre de conflits en fait quasiment au double, en même pas 15 ans. Et ça a probablement encore augmenté depuis. Alors je fais pas cette vidéo juste pour faire peur, mais ces chiffres sont là et c'est une réalité. On peut pas toujours, nous les occidentaux, se fermer les yeux et se cacher les yeux comme les petits singes là qui se cachent les yeux et qui se bouchent les oreilles. C'est quand même une sacrée escalade de la violence qu'on ne peut pas nier. Et dans cette vidéo, j'aimerais surtout proposer des alternatives. Pour nous qui réfléchissons, pour nous qui regardons ce qui se passe aux infos jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. En particulier des alternatives pacifistes et ces options parce que elles sont trop rarement mises en avant. Alors restez avec moi pour cette analyse parce que vous n'en entendrez sûrement pas parler dans les grands médias. C'est un vrai sujet, important, et je me suis rendu compte en fait en parlant avec les uns les autres que si beaucoup sont contre la guerre, il y a une grande partie des gens qui ne savent pas vraiment prendre position pour ou contre l'utilisation des armes par exemple. La résistance non violente est aussi très peu définie, très peu considérée comme une option possible et efficace parce que malheureusement trop peu étudiée de façon sérieuse. Beaucoup ne savent pas ce que c'est vraiment et quelles sont les solutions concrètes qu'on propose. Comment est-ce qu'on réagirait si notre pays, nos villes et nos villages seraient réellement agressés? Alors dans la deuxième vidéo qui sortira demain directement, je vais parler de ce qu'est le pacifisme d'un point de vue typiquement chrétien. Mais ici dans ce premier volet, je vais d'abord citer des chercheurs qui se sont penchés sur le pacifisme et sur la façon dont on peut le limiter, dont on peut limiter la violence en tout cas, ainsi que proposer de revoir comment certaines figures historiques emblématiques du pacifisme ont pu faire reculer la violence et faire avancer la paix. D'abord, qu'est-ce qui produit une guerre? Ce qui motive une nation ou un peuple à faire la guerre, la plupart du temps, c'est le désir de se venger ou de se faire justice soi-même. Parfois, certains ont soif de pouvoir ou de conquête, mais ça engendre toujours un désir de vengeance et une soif de justice du côté des perdants. En fait, il est fondamental de définir ce que c'est le cercle de la violence et comment ça fonctionne. On a dans l'idée que la solution qui va tout résoudre doit automatiquement passer par la force et donc la violence. Je cite ici d'abord donc Frédéric de Coninck qui formule la chose ainsi. Une guerre perdue nourrit un désir de vengeance et une guerre gagnée donne l'idée de mener de nouvelles conquêtes. En fait, on s'en rend compte, c'est plus la guerre qui crée l'hostilité que l'hostilité qui produit la guerre. Lorsqu'on regarde de plus près la façon dont la Première Guerre mondiale s'est terminée, et la façon dont l'Allemagne a été humiliée et appauvrie, eh bien on se rend compte que tout cela a finalement eu comme aboutissement la montée du nazisme, qui a su s'appuyer sur ses arguments pour convaincre et pour finir par engendrer la Deuxième Guerre mondiale. C'est un fait très intéressant, et tous les historiens sont d'accord sur cette escalade et cet entre-deux-guerres qui a été entre guillemets mal négocié par finalement les protagonistes qui ont terminé entre guillemets cette guerre. La meilleure façon de souligner cette triste fait historique eh bien, se trouve dans un wagon de train. C'est le fameux wagon de l'armistice. Et donc dans ce wagon, où il y a eu une première réunion, donc le fameux 11 novembre 1918, c'est une voiture de chemin de fer dans laquelle se sont réunis donc, les dirigeants d'Allemagne et de la France et ses alliés. Et les Allemands, le 11 novembre, ont été plutôt humiliés et même ruinés finalement par les restrictions qui ont été signées et par les différentes parties, les différents éléments qui ont été signés donc ce jour-là. Il y a eu par la suite malheureusement une deuxième armistice après l'envahissement, après on va dire ce qu'on appelle parfois la bataille de la France, la campagne de la France, lorsque eh bien l'Allemagne a envahi d'une façon très rapide tous ses pays voisins, le 22 juin 1940 cette fois-ci, par la volonté d'Hitler, dans cette même voiture historique que l'on place exactement au même endroit qu'en 1918. Hitler montre ainsi l'esprit de revanche envers la France. Selon lui, elle avait humilié l'Allemagne et la fin de la Première Guerre mondiale. Donc Hitler se venge de la réunion humiliante du 11 novembre 1918, et la Deuxième Guerre mondiale est une histoire de vengeance. Et le résultat, c'est 60 millions de morts.
Donc c'est vraiment une illustration très intéressante. Et par la suite, en fait, après la victoire finale des Alliés en 1945, eh bien, l'ensemble des pays vont s'efforcer de ne pas faire la même erreur. Les pays de l'Europe de l'Ouest ont finalement compris la leçon. En tout cas, ils ont fait l'effort d'essayer au moins. Ils ont vu qu'il valait mieux œuvrer en commun plutôt que poursuivre une rivalité. Et c'est là que fut l'émergence de l'Union européenne, qui est dans ce sens-là plutôt un modèle, je crois, je l'espère encore. Eh bien, l'histoire contemporaine nous enseigne déjà des choses sur la façon de régler les conflits. Par la force ou par un désir profond de coopérer pour une paix durable. Une première chose qu'on peut faire pour lutter contre la violence, eh bien, c'est vraiment de sensibiliser quant à ses résultats. C'est dénoncer le cercle infernal de la violence. George Lucas, le créateur de la guerre des étoiles, a dit ceci: la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. En voulant répondre par la violence, on estime que c'est le devoir de se rendre justice, mais on ne pense jamais aux résultats que cela va engendrer. Et je cite un certain Karl Kraus qui a affirmé ceci: la guerre est d'abord l'espérance qu'on ira mieux, que cela ira plus mal pour l'autre, ensuite la satisfaction que cela ne va pas non plus mieux pour l'autre, et enfin la surprise que cela va plus mal pour les deux. De plus, on le sait, il y a toujours des innocents qui payent le prix fort. La population civile n'a souvent jamais rien demandé que de vouloir vivre en paix. Et au final, ils subissent les décisions des puissants et ne peuvent rien faire d'autre que de fuir avant de perdre un autre parent, sans même parler des blessés. C'est terrible, toutes ces populations civiles qui souffrent à chaque fois. Comment faire pour trouver des alternatives différentes? Et en cela, je dirais, comment est-ce que le pacifisme peut être une réelle solution? Comment est-ce qu'on met en place une résistance pacifique? Il n'y a malheureusement pas de réponse toute faite parce que chaque conflit est différent, et comme il y a toujours des injustices, il faut être très prudent. Mais malgré tout, il y a des principes clés qui peuvent se dégager. Et voici quelques-uns de ces principes. Déjà, la paix se construit sur le long terme. Tous les spécialistes qui réfléchissent au pacifisme en sont arrivés à cette conclusion. Elle se construit dans le dialogue avec les politiques, mais aussi en préparant nos esprits sur les conséquences de la violence et les alternatives non violentes. Et c'est dans ce livre notamment que je vous affiche ici que j'ai tiré certaines de ces citations, et les auteurs insistent en fait sur la sensibilisation et la réflexion à long terme. Si tu veux la paix, prépare la paix. Un autre militant de la paix, justement, qui s'appelle Isaac Cross, il a dit ceci: le but de la résistance non violente n'est pas de susciter la compassion des dictateurs ou même inciter les oppresseurs à faire marche arrière. La résistance non violente, c'est affaiblir le pouvoir de la violence afin qu'il fasse moins de dégâts. Et dans le même temps, renforcer durablement le courage et la volonté des résistants au sein de la population afin de gagner toujours plus de personnes à la résistance. Plus il y aura de résistants non violents, et plus il y aura du poids de renverser la machine de la violence. Et l'histoire le démontre. Les résistants non violents appellent cela parfois le jujitsu moral. Vous savez, cette technique japonaise de combat qui utilise plus de méthode que de force, en utilisant notamment la force de l'adversaire contre lui. Alors, j'aimerais citer au moins deux exemples qui sont connus, mais sur lesquels il faut que je m'arrête un tout petit peu dans cette vidéo. Deux personnages sur lesquels il faut faire un focus parce qu'ils ont démontré que le pacifisme est une option possible et que nous ne devrions surtout pas rejeter. Et si on parle de mouvement pacifique, on est obligé de parler de Gandhi et de son combat pour l'Inde. Gandhi était un avocat qui avait étudié le droit en Grande-Bretagne. On appellera son mouvement la désobéissance civile de masse, qui a finalement contribué à l'indépendance de l'Inde. Son combat était incroyable dans le sens de sa résistance et de sa persévérance, mais aussi incroyable dans le sens du pacifisme qui se dégageait de toute sa révolution, on va dire, pacifique. Lors de ce qu'on a appelé la marche du sel, eh bien Gandhi a marché 24 jours sur 350 km, c'est une de ses actions les plus connues, et pendant lesquelles la foule qui l'accompagnait était toujours plus grande. Il fut emprisonné plusieurs fois en Afrique du Sud et en Inde pour ses activités, et il passa en tout 6 ans en prison. Et donc là, on voit l'importance finalement de la population qui s'ajoute et de la masse, de cette sensibilisation de masse. Une autre figure emblématique, évidemment, c'est le pasteur Martin Luther King, qui a mené une révolution pacifique pour les droits civiques des Noirs. Alors Luther King, bien qu'étant pasteur protestant d'ailleurs, ira même faire un voyage en Inde pour comprendre un peu aussi les principes de Gandhi. Son mouvement, lui, il démarre en 1955 suite à l'arrestation de Rosa Parks, donc cette fameuse jeune femme noire qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Et à partir de là, il devient le président d'une association qui milite pour les droits civiques et il insiste pour militer de façon pacifique. Et c'est jusqu'en 1964-65 que Luther King va rassembler, militer, faire des marches pacifiques, et donc il sera lui aussi arrêté plusieurs fois, mais lui aussi rassemble toujours plus de monde. Et la plupart des droits pour lesquels il milite sont finalement votés comme loi, avec ce qu'on appelle les Civil Rights de 1964 et puis ceux de 1965 qui ont été votés, et cela aura donc pris environ 10 ans. C'est très intéressant là aussi que
C'est la violence des forces de l'ordre et le harcèlement des ségrégationnistes face aux luttes pacifiques qui engendrent une vague de sympathie au sein de la population, l'opinion publique en fait, pour le mouvement des droits civiques. Et là aussi, finalement, c'est cette masse, ces gens qui sont ajoutés, la violence des autres, par exemple des policiers, tout ça, qui a sensibilisé l'opinion publique. Finalement, Luther King sera assassiné le 4 avril 1968. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres militants de la paix qui ne sont pas cités dans les livres ou qui n'ont pas fait les gros titres, mais qui ont contribué à un monde plus paisible. Quelles histoires intéressantes. Quel modèle intéressant pour nous aujourd'hui de nous replonger dans la façon dont ces hommes, et ces femmes parfois aussi comme Rosa Parks, sont tenus debout contre la violence d'une manière non violente et comment ça a renversé la situation. Alors quelles actions pacifiques sont-elles efficaces aujourd'hui? Ça reste une question importante. Il y a ce que là aussi les spécialistes appellent le choix anticipé des options. Les choix qu'on a fait par le passé conditionnent la manière dont on agit le moment venu. Lorsque le conflit est entamé, lorsqu'un pays est envahi ou même agressé, c'est très difficile de réagir de manière réfléchie si d'autres options n'ont pas été envisagées avant. Les options qu'on a choisies dans le passé conditionnent donc souvent ce qu'on décidera à l'avenir quand on n'aura plus le temps de réfléchir. Donc c'est dès maintenant qu'il faut travailler à la paix et sur le long terme. Plus nous parlerons de ces sujets, plus nous comprenons le cercle de la violence qui se répète, et plus nous sensibilisons toujours plus de monde aux solutions non violentes, plus nous aurons de chance finalement de donner des options alternatives et pacifistes. Et c'est peut-être plus facile à dire, mais c'est tellement important de comprendre ce qui se joue derrière tout cela pour l'avenir de nos enfants et des générations futures. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la réponse révolutionnaire qui se trouve dans les valeurs du christianisme. Le christianisme prône l'utilisation de la non-violence pour se défendre, et ce qu'il propose est assez unique et révolutionnaire. Mais on verra tout cela demain, puisque dans la vidéo qui va suivre demain après-midi, on va mettre le focus sur les spécificités du christianisme en matière de non-violence. Mais pour finir, laissez-moi un peu résumer ce qui a été dit jusqu'ici brièvement, parce qu'il y avait beaucoup de choses. On a parlé du cercle de la violence et des conséquences néfastes que cela engendre. C'est la première chose à comprendre. On se rend compte que la violence engendre la violence et qu'elle ne règle rien. Et même quand on a l'impression d'avoir gagné en écrasant l'autre, eh bien finalement ça laisse un terreau de haine qui s'accumule et qui s'entasse jusqu'à la catastrophe. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la façon de mettre fin à la Première Guerre mondiale, on l'a vu, qui a engendré finalement le début de la Deuxième. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans beaucoup de conflits dans le monde. On peut citer par exemple le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a de nouveau explosé ces dernières années, mais qui pourrit en fait depuis des décennies. C'est ce qui se passe aussi évidemment dans le conflit israélo-palestinien depuis l'après-guerre. C'est ce qui se passe dans certaines parties de Turquie, par exemple, entre les Kurdes et les Turcs. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits dans le monde. On laisse pourrir les choses, on milite pas pour la paix, on milite pas pour la réconciliation, on fait pas parler les gens ensemble. Alors voici les questions que j'aimerais poser pour finir cette vidéo. Comment est-ce que les prochaines générations vont-elles être impactées par tout cela? Allons-nous continuer de répéter les mêmes erreurs que nos pères? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que de croire que la violence et la loi du plus fort réglera la question une fois pour toutes? Je crois que les autres alternatives et la résistance non violente doivent être considérées sérieusement. Je suis conscient que le sujet est complexe et il y aura évidemment des points à approfondir, mais j'ai lancé le débat avec certains principes clés concernant les effets de la violence et le pacifisme. Des principes qui ont été éprouvés au fil de l'histoire. Alors dis-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais n'oubliez pas d'être courtois. Restez connectés dès demain, donc dès demain soir sur la chaîne Sans Filtre, parce qu'on va voir dans la deuxième vidéo ce que cela signifie, en particulier pour les chrétiens, de mettre en pratique les principes de non-violence. Mais aussi, on va voir qu'est-ce que ça peut changer pour nous au quotidien, dans nos propres vies. C'est là que ça devient aussi intéressant, dans la manière dont on vit avec nos proches et avec notre cercle d'amis. Les principes non-violents ont des belles choses à nous apprendre. Alors à demain pour la suite. Bye.